Bonjour à tous, je m'appelle Géraldine Poinou, je suis maître de conférence en médecine thérapeutique dans le service de vasculaire et thérapeutique où on prend en charge des patients hospitalisés pour des embolies pulmonaires et des thromboses. Et de formation, je suis médecin biologiste spécialisé en hémostase. Notre service a une particularité. En fait, on est le premier centre de recrutement européen dans les essais cliniques sur la relation entre les anticoagulants et le cancer. Et du coup, je suis très contente de faire cette présentation pour vous. Mais il y a quand même un problème. En fait, si vraiment on devait donner un titre honnête à cette présentation, ce serait plutôt celui-ci. Qu'est-ce que les hémopathies, sauf les lymphomes, ont fait aux anticoagulants oraux directs? En fait, si vous regardez bien les études et si ça vous intéresse de faire un peu de thrombose dans votre prise en charge, souvent, les hémopathies sont assez facilement exclues de ce genre d'essai. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi et vous donner les informations issues de la littérature les plus certaines et précises qu'on a dans la prise en charge. Souvent, quand on parle de thrombose associée au cancer, on parle plutôt de CAT, mais aujourd'hui, on va parler plutôt de HAT pour Hémopathie Associated Thrombosis. Comme vous le savez, quand on prend les hémopathies, qui est vraiment une salade de fruits avec plein d'hémopathies diverses et variées, si on prend ça comme si c'était un groupe uniforme, ça représente la 5e cause des cancers. Donc, c'est quand même une vraie thématique quand on sait que toutes les pathologies néoplasiques favorisent la thrombose. Et parmi les hémopathies, on a le lymphome qui est considéré quand même comme une pathologie à haut risque thrombotique. Donc, normalement, la thrombose, c'est une situation clinique que vous croisez assez fréquemment et qui est assez problématique. Et cerise sur le gâteau, en tant qu'hématologue, vous avez d'autres manifestations de l'hémostase associées à vos pathologies néoplasiques. Donc, la thrombose associée à l'hémopathie, c'est vraiment quelque chose qui vous pose problème. Pour les personnes qui, comme moi, sont plutôt spécialisées dans thrombose et cancer solide, il y a déjà un problème dans le sens que nous, on prend la classification un peu comme les Américains, le lymphome, qui est clairement une hémopathie, est considéré comme un cancer solide. Et donc, en fait, la plupart des informations qu'on a dans la prise en charge de la thrombose dans les hémopathies sont issues du lymphome et sont ensuite extrapolées à toutes les autres pathologies, alors que globalement, c'est pas le même état clinique, c'est pas les mêmes interactions, c'est pas les mêmes prises en charge, c'est pas les mêmes patients. Donc, c'est toujours un peu problématique. Ici, sur cette slide, on a toute l'historique des grands essais qui ont eu lieu au cours des 25-30 dernières années sous les anticoagulants. Et ce qu'on voit, que ce soit au tout début avec la grande étude qui est CLOT, qui est ici, qui est la première étude, par exemple, qui a donné l'importance des héparines dans le cancer vis-à-vis des AVK, qui a vraiment lancé toute la thématique de la recherche thrombose et cancer et de se dire c'est quelque chose qui est vraiment à part que par rapport à la population générale. Si on regarde toutes ces études-là, et même les dernières qui sont sur les nouvelles molécules qui sont dirigées contre le facteur 11 avec les immunothérapies, vu que c'est des anticorps, on peut dire ça un peu comme ça. Quand on regarde la représentation des hémopathies, alors que tout à l'heure, je vous disais, le lymphome, c'est considéré comme un cancer solide, on a en général 5% de lymphome. 10% grand max, c'est-à-dire que même dans les essais randomisés qui sont censés être solides, et même quand on dit les hémopathies comme les lymphomes sont des cancers solides, et donc on va les intégrer à nos études de patients, en fait, ces patients-là sont très peu représentés. Du coup, ça, c'est l'assurance qu'on a. Et si on regarde, donc, le 24 septembre, quand j'ai fait la présentation, je me suis dit, bon, je vais essayer de tricher un peu et regarder ce qu'il y a. Et je vais faire une recherche PubMed. Si on croise myélome, lymphome, leucémie, anticoagulant direct et essai randomisé, en fait, on n'en trouve que 11. Si vous faites la même chose en mettant cancer à la place, vous êtes à plus de 200-300 essais. Donc, c'est vraiment... vous êtes les mal-aimés du cancer avec les anticoagulants, mais parce qu'en fin de compte, les hémopathies, d'un point de vue balance entre thrombose et hémorragie, c'est un vrai challenge. Et vous trouverez très peu d'industriels qui vont se lancer dans une étude sans avoir un peu d'assurance d'avoir des résultats. Donc, c'est toujours un peu compliqué d'avoir des informations randomisées, mais on y arrive de temps en temps. Du coup, avant de comprendre le problème de la thrombose associée à l'hémopathie, il faut comprendre pourquoi
au final, la thrombose associée au cancer solide, on arrive à peu près à savoir où on va et que du coup, la thrombose associée à l'hémopathie est un challenge. Ce qu'on sait, quand on prend la thrombose associée au cancer solide, donc là on a un gentil cancer solide ici, bon, en général, il y en a qui ou ils favorisent l'hémostase primaire, ou ils favorisent l'hémostase secondaire, ou ils inhibent la fibrinolyse, et donc cet état un peu pro-thrombotique va favoriser la prise en charge et le développement, enfin va favoriser le développement d'un événement thrombotique. Donc en fin de compte, ce qu'il faut se dire, c'est que donc l'hémostase, hein, c'est tout un problème d'équilibre. Le patient sain, normalement, il a un équilibre stable entre son risque de thrombose et son risque d'hémorragie. Le patient avec un cancer, c'est un équilibre un peu plus fragile, mais il y a quand même un équilibre de base. Ce qu'on voit en fin de compte, c'est qu'il y a certains patients qui vont développer la CAT, donc la thrombose associée au cancer, mais que néanmoins, il y en a qui ont plutôt des profils très prothrombotiques, donc l'exemple typique, c'est le cancer du pancréas, ou plutôt des profils pro-hémorragiques, et là, on pense par exemple au cancer du côlon, par exemple. Les patients avec un cancer du côlon, quand on lui met des anticoagulants, ça saigne, bon, bah voilà, c'est leur équilibre. Ce qu'on voit, en fin de compte, et donc en médecine, on fait de plus en plus des modèles de prédiction dès lors qu'on n'est pas à l'aise avec une maladie et qu'elle n'est pas linéaire, c'est que le cancer, alors que bon, ce qu'on annonce surtout, c'est que c'est prothrombotique, c'est qu'il y a certaines personnes pour qui c'est pro-hémorragique, et donc en fin de compte, on n'est pas capable de vraiment prédire si le patient va saigner ou va thromboser, mais en tout cas, il ira dans une direction, et c'est l'avenir qui le dira. Dans le cadre de l'hémopathie, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'hémopathie va en même temps stimuler le risque thrombotique et stimuler le risque hémorragique. Et donc, quand on veut défendre un projet sur les anticoagulants et les hémopathies, il est très difficile d'étayer des hypothèses qui vont pouvoir et faire des expériences in vitro ou sur l'animal qui vont pouvoir, en fait, vraiment de manière solide justifier et favoriser les essais. Et donc, c'est toujours avec des études académiques en général qu'on arrive à apporter des solutions sur la prise en charge des anticoagulants au cours des hémopathies. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, du coup, maintenant que j'ai fait cette petite introduction, c'est vous donner des outils clairs et pour que vous puissiez, de manière un peu plus sereine, envisager la prise en charge de ces patients. Donc, les problèmes liés à la prise en charge des thromboses au cours du cancer et les AOD, c'est toujours pareil, c'est place dans la prévention primaire. Il est clair qu'un patient qui a une multitude de chimiothérapies, il préférerait avoir des comprimés plutôt que des injections de Lovenox tous les jours. Donc, c'est une vraie question. Le traitement, parce que quand tout patient qui a une chimiothérapie, on se pose la question, chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, on se pose la question des interactions. La prévention des récidives, parce que malheureusement, les processus néoplasiques sont tellement parfois pro-thrombotiques que, en fin de compte, même on sait que potentiellement, même quand on a mis le traitement anticoagulant en place, il va venir un moment où le patient risque de récidiver et, à contrario, la prise en charge du risque hémorragique. Donc, au niveau des recommandations et la prévention des thromboses associées aux hémopathies, ce qu'on sait, c'est que si le patient il est hospitalisé, il faut lui mettre une héparine de bas poids à dose prophylactique. Donc ça, c'est assez commun. Et s'il est en ambulatoire, il n'y a pas de thrombophilie recommandée de manière systématique. Thromboprophylaxie recommandée de manière systématique. En effet, je pense que, je ne sais pas quelles sont vos pratiques, mais il y a par contre un score qui est assez connu, qui est le score de Khorana. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Il y a 3 paramètres hématologiques, le site du cancer qui rentre en compte et la chimiothérapie associée. Les patients qui ont un risque important, ces patients-là, il faut les mettre sous thromboprophylaxie. Néanmoins, ce n'est pas fait de manière systématique. Donc ça, c'est l'IMC, le dernier critère, donc le score de Khorana. Dans ce score de Khorana, c'est un hématologue canadien. Il y a beaucoup de patients avec le lymphome. Et le lymphome sort directement comme un site à haut risque. Donc en fait,
techniquement, si on écoute le score de Corana, il faudrait mettre tous les lymphomes sous thromboprophylaxie. Néanmoins, c'est pas moi qui vais vous apprendre qu'il y a lymphome et lymphome et que le patient qui a un lymphome indolent n'a pas forcément l'impression que c'est lui qui va faire la thrombose. Donc, en fin de compte, c'est toujours à l'appréciation du clinicien qu'est fait le choix. Ce qu'on regarde, c'est que vraiment, ce score n'est pas valide sur les leucémies aiguës. Il y a plein de gens qui ont voulu le tester et le voir. Et ce qu'on voit, donc là, par exemple, c'est une étude de 2019 qui portait quand même sur 867 patients. Hein, c'est des données rétrospectives. Donc, on commence à avoir un corona élevé quand on a un corona supérieur à 2. Et au final, si on regarde, en fin de compte, les patients avec un corona à 1 avaient la même incidence d'événements thrombotiques qu'un corona à 2 dans les leucémies aiguës, et donc, du coup, ce score n'est pas applicable. Donc, au final, vous n'avez pas d'outils en hématologie pour pouvoir appliquer une thromboprophylaxie. Donc, après, c'est les autres critères du patient, ses comorbidités, son taux d'alisement qui doivent vraiment vous aider à prescrire. Donc ça, c'est important. J'ai vu tout à l'heure avec la présentation que vous avez eue auparavant qu'ils ont bien discuté le fait que quand on développe un score, c'est mieux de le valider dans une population autre. Et donc, dans les populations autres que celles qui correspondent au corana, et donc le seul sous-type de cancer qui marche chez vous, c'est le lymphome. En dehors du lymphome, il ne faut pas s'appuyer sur cet outil pour décider d'une thromboprophylaxie ou non pour vos patients. Pareil, dans une autre étude, ce corana a été testé pour les myélomes. Il y a certaines personnes qui, de manière un peu simpliste, se disent bon, bah, le myélome, c'est quoi? C'est un lymphome de plasmocytes. C'est pas du tout ça. Ça ne marche pas. Hein. Il ne faut pas partir sur des grands groupes comme ça. Il n'y a pas de différence significative. Ils ont pris 2870 dossiers de patients. Ils ont regardé les incidences cumulées d'événements thrombotiques à 6 mois. Et au final, c'est dans le groupe de risque faible où il y a eu le plus d'événements thrombotiques et pas vraiment de différence entre les groupes de manière statistique. Donc, ce score est inutile dans le myélome. Qu'est-ce qu'à l'avenir, on espère obtenir pour les hémopathies? Donc, clairement, pour pouvoir appliquer des règles de prédiction clinique, il faut avoir une population source qui correspond à la population cible. Et donc, il y a des hématologues qui se sont mis sur le coup. Et les scores que vraiment vous devez attendre la publication dans le cadre de vos pathologies, c'est pour le myélome, le score IMPD, VTI ou le score SAVED. Le score IMPD est un peu plus développé, donc les résultats devraient arriver un peu plus tôt. Et pour le lymphome, le score TROLI. Pour la leucémie, personne n'a mis en place d'études pour regarder la prophylaxie. Mais là encore, en fait, c'est toujours pareil. Si vous voulez avoir un score qui marche pour la population cible, il faut pouvoir bien définir la population source. Et la leucémie, c'est d'abord des leucémies. Elle peut être lymphoïde, elle peut être myéloïde. Et après, quand vous descendez dans les groupes, il y a encore plein de sous-catégories. Et pour valider un score, il faut beaucoup de personnes. Et donc, pour l'instant, personne n'a lancé d'études qui seraient multicentriques avec assez de recrutement pour pouvoir développer des scores. Au niveau de la place des AOD, du coup, dans cette thromboprophylaxie, alors, pareil, on retourne sur le cancer associated thrombosis, sur ce qui est le plus étudié. Dans le cas des cancers solides, toujours quand je dis cancer solide, il faut comprendre le lymphome. Je sais que ce n'est pas ce qui est le cas, mais pour nous et d'un point de vue international, quand on fait des essais cliniques, le lymphome est dedans. On a 2 grands essais qui ont été publiés dans le New England en 2019. Un sur la demi-dose de l'apixaban, Avert, un sur la demi-dose du rivaroxaban, Cassini. Le critère d'inclusion, c'est donc qu'il faut avoir un cancer, un score à haut risque de corana et pas trop à risque de saignement. Et donc, ils ont inclus dans cette étude quand même 25% de lymphome. Donc, il y a une vraie information sur le lymphome. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a moins de récidives sous apixaban. Donc, ça peut être une alternative. Néanmoins, il y a plus de saignement dans le groupe apixaban.
Dans l'étude Cassini, qui donc du coup est avec le rivaroxaban, il y avait 7% de lymphome inclus, donc 841 patients au total. C'est quand même des études randomisées. Et il n'y avait pas de différence observée entre le risque de récidive et de saignement. Dans le cas des myélomes, il y a une étude qui est en train de se faire, donc qui vient même d'être terminée, qui suggère que les myélomes nouvellement diagnostiqués sont à haut risque. C'est pas que suggérer, je pense que dans votre vécu, quand vous avez des patients avec des myélomes, souvent, c'est souvent la raison pour laquelle en tout cas au CHU de Saint-Étienne, quand vous avez des patients qui se thrombosent dans vos services, c'est souvent pour des myélomes que vous nous appelez. Et chez ces patients, on a vraiment l'impression que les AOD sont assez efficaces et deviennent de plus en plus l'option préférée. Donc, il y a eu une étude qui a été faite et qui a montré que sous apixaban à demi-dose, on a 0% de thrombose et 6% d'hémorragie. Au CHU de Saint-Étienne, dans le service d'hématologie, on a le docteur Chalaillé, que vous entendrez demain pour le microbiote, qui est spécialisé en fait dans myélome et anticoagulants oraux, et qui actuellement est en train de faire une étude de pharmacocinétique sur les AOD pour expliquer comment ça se fait qu'avec une demi-dose, on se retrouve avec des effets thérapeutiques aussi importants, notamment quand on est avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, avec des concentrations thérapeutiques aussi importantes que en pleine dose. Donc ça, c'est son sujet d'étude et c'est assez intéressant ces résultats. Et donc, dernier cas d'hémopathie qu'on pourrait aborder, c'est les syndromes myéloprolifératifs. JAK2 positifs, qui sont très thrombotiques et où on a l'habitude d'utiliser l'aspirine. Et quand on sait que dans les hémopathies, tout est un peu ciblé, on peut se poser la question de l'effet de ces demi-doses et de l'apixaban, qui du coup est l'anticoagulant, qui est l'anticoagulant orodirect qui a le plus de données sur les hémopathies. Et donc, il y a 2 essais qui sont en cours. C'est AirPort-MPN et AvaJac2. Et AvaJac, c'est tant l'apixaban que le rivaroxaban pour avoir des données les plus proches des options qui existent. Parce qu'il faut savoir que pour les AOD, l'apixaban n'est pas disponible de partout. Celui qui est le disponible dans le plus grand nombre de pays du monde, c'est le rivaroxaban, et l'apixaban n'est pas disponible de partout. Donc, quand vous avez des faibles populations, comme je le disais, de recrutement dans les études cliniques, le fait d'ouvrir un deuxième anticoagulant, ça permet de recruter plus de monde et donc d'avoir plus d'informations. Maintenant, si on passe au traitement, donc en gros, pour faire simple, thromboprophylaxie, pour l'instant, c'est HVPM au risque de lymphome. Le reste, on ne sait pas. Peut-être que les AOD nous aideront. Si on parle maintenant à la prise en charge initiale des thromboses associées aux hémopathies, ce qu'on sait, donc ça, c'est une méta-analyse du professeur Planquette qui travaille à Pompidou sur les différents essais qui ont été faits, qui ont permis de donner l'AMM aux AOD sur la prise en charge initiale des thromboses associées au cancer. Ce qu'on sait, c'est que les AOD sont tout aussi efficaces, c'est les essais de non-infériorité, mais bon, au moins aussi efficaces que l'héparine pour traiter. Donc ça, c'est que ce soit initialement, donc Caravaggio, c'est vraiment les 6 premiers mois de traitement, que après par la suite. Donc, ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a un surrisque d'hémorragie majeure, donc ça commence à aller de ce côté, et un risque un peu encore plus important de ce qu'on appelle les saignements significatifs cliniquement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le patient ne va pas perdre 2 points d'hémoglobine, ne va pas être transfusé, ne va pas devoir être pris en charge en urgence. Mais bon, si il a une asthénie parce qu'il est tout le temps anémique, si il a des épistaxis récidivants qui l'empêchent de vivre sa vie au quotidien, ça a quand même un impact clinique et sur le vécu du patient. Et ça, les AOD, pour l'instant, ça pêche assez. Du coup, les recommandations internationales dans les cancers au risque de saignement, comme par exemple le cancer du côlon, ou par exemple un lymphome qui aurait une thrombopénie, je vous rappelle que ces recommandations sont surtout sur les cancers solides,
ne préconise pas de donner un traitement anticoagulant oral. Et pareil, hein, donc tout à l'heure, j'ai encore parlé de lymphome comme exemple. Ces études ont toujours un faible recrutement au niveau des hémopathies malignes. Et donc, si on regarde en détail chacune de ces études, ça navigue entre 7 à 11% de lymphome, myélome et syndrome myéloprolifératif représentés. Ce qu'on voit, c'est que sur la prise en charge initiale d'un événement thrombotique, il n'y a pas d'essai clinique terminé, validé. On a beaucoup d'évaluations rétrospectives de l'utilisation des AOD qui sont publiées sur des petites séries, mais des séries tellement hétérogènes qu'on ne peut pas faire de méta-analyse dessus parce qu'on aurait trop de biais. Et on a quelques études prospectives qui explorent le traitement anticoagulant dans la HAT, mais je vais vous en détailler quelques-unes. Donc, par exemple, si on prend les lymphomes, on a surtout des lymphomes et un peu de myélome, mais concernant Oscar US, c'est 3700 patients, donc même si c'est 8 à 100%, 8 à 10%, c'est quand même 300 patients, donc c'est beaucoup de lymphome et un peu moins de myélome. On a cette étude prospective qui comparait le rivaroxaban et les HVVM. Les patients étaient appariés, hein, il n'y avait pas de randomisation. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y avait quand même une réduction significative des récidives de thrombose associées au cancer. Donc ça donne le sentiment que pour le lymphome et le myélome, on peut y arriver, mais pas d'impact sur le risque hémorragique, sur la mortalité et sur le risque de récidive. Dans cette étude, les patients avec les leucémies étaient exclus. On a des études, donc vous le savez, donc vous avez compris, hein, la puissance est assez problématique. C'est difficile de recruter assez de patients pour avoir du nombre. Donc ce que certains auteurs font, c'est que pour étudier les AOD, ils les regardent dans les deux indications principales. Donc soit parce que les patients ont fait un événement thrombotique veineux, soit parce qu'ils ont une fibrillation atriale, et donc du coup c'est soit en prévention primaire de l'AVC, soit après un AVC. Et donc cette étude, elle est intéressante parce que c'est la seule étude, c'est l'une des rares études qui a inclus des syndromes myélodysplasiques, qui sont aussi des hémopathies. C'est pas forcément les syndromes myélodysplasiques ou qui favorisent les thromboses, mais par contre, ces patients-là, quand ils thrombosent, comme ils ont des cytopénies, ils sont à risque de complications. Donc, c'est toujours intéressant de savoir un peu ce que donnent les AOD, sachant qu'on sait très bien qu'ils font plus saigner que les HVPM. Et donc, pour cette étude, il n'y a eu aucun événement thrombotique majeur, aucune hémorragie majeure. Et par contre, il y a quand même eu 7,4% d'événements cliniques de saignement, c'est-à-dire des saignements qui sont un peu handicapants quand même dans la prise en charge du patient, majoritairement chez les patients myélodysplasiques. Hein, bon, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Si on a 30 gigas de plaquettes et qu'on donne un AOD, ben, si ça saigne, c'est pas une surprise. Mais bon, ça a le mérite d'exister, donc c'est quand même pas mal. Et pareil, au niveau de l'incidence de ces saignements qui ne sont pas majeurs, mais qui ont quand même un retentissement, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas une surreprésentation. Ils sont autant présents que pour la 4, et ça, quand même, c'est quand même intéressant. Une autre étude, donc là encore, hein, ils ont poolé des patients qui ont une fibrillation auriculaire et une thrombose associée à l'hémopathie. Mais par contre, je trouvais que la situation était intéressante. C'est une étude, encore une fois, prospective, donc c'est rare. Et c'est avec un recrutement où 50% des patients ont eu une transplantation récente de cellules souches hématopoïétiques. Donc, c'est une zone un peu fragile, hein, dans la prise en charge des patients. Donc, si on a des informations sur comment juguler l'événement, on est toujours content. Donc là, c'était des patients, donc pareil, appareillés, hein, personne ne va faire de randomisation, soit avec un anticoagulant et à 80% c'était du rivaroxaban, soit sous HVPM et les regarder pendant 6 mois. Ce qu'ils ont vu, c'est une augmentation des saignements cliniquement significatifs, mais bon, ça, quelle que soit la pathologie, on l'a avec les AOD.
Bon, par contre, en termes d'incidence, elle est plus élevée. Hein, donc, il faut partir dans les autres situations de 14%. Donc, elle est 2 fois plus importante. Mais par contre, on avait une incidence similaire de thrombose veineuse et d'accidents artériels. Et donc, ça, c'est plutôt encourageant dans le sens que c'est plus confortable d'avoir quand même des anticoagulants par la bouche que 6 mois d'injection. Surtout que, ça peut être soit du Lovinox une fois par jour, soit du altenzaparine une fois par jour, soit de l'enoxaparine 2 fois par jour. Et donc, du coup, entre 360 injections et 360 comprimés ou 180 comprimés, le choix est vite fait. Un état particulier dans la prise en charge initiale de la maladie thromboembolique, c'est bien sûr le syndrome myéloprolifératif, qui est un état hypercoagulable. Il y a beaucoup de thromboses veineuses, il y a beaucoup de thromboses artérielles. Dans les thromboses artérielles, c'est le seul cancer, c'est la seule manifestation thrombotique pour laquelle on donne encore en première ligne des AVK. Et ce qu'on voit, c'est que là, par exemple, c'est une revue systématique de 10 études observationnelles, et donc c'est 1295 patients sous AOD, sous AVK ou sous antiagrégant plaquettaire. Et ce qu'on voit, c'est que AOD plus cytoréduction du syndrome myéloprolifératif semblerait plus efficace au niveau des récidives. Hein. On aurait 7,5% de récidives comparé aux AVK, qui est le traitement de référence, qui est à 17,6%. Mais bon, comme c'est une méta-analyse d'études, comme je vous disais, qui sont toujours très compliquées à comparer parce qu'on n'est jamais vraiment dans les mêmes conditions et que syndrome myéloprolifératif, c'est un grand chapeau et qu'avoir une LMC, c'est pas la même chose qu'avoir une thrombocytémie essentielle et une polyglobuline vaquaise. Il y a énormément de biais et donc même si c'est le papier le plus pointu sur la question, il n'est pas sûr qu'on puisse vraiment dire échanger sa prise en charge. Il y a une autre étude aussi qui existe en poulant les patients fibrillation auriculaire et thrombose veineuse. Et là encore, on a l'impression que les AOD marchent mieux que les AVK. Et par contre, il n'y a pas d'impact sur la survie. Et le taux hémorragique est globalement identique. Donc, il y a quand même quelque chose à pousser sur les syndromes myéloprolifératifs et les anticoagulants oraux et voir si ce serait pas plus intéressant pour le patient, sachant que vous le savez, hein, les traitements par AVK, il y a un risque moindre avec les AOD d'interaction médicamenteuse, il est toujours là, mais il y a surtout la surveillance par INR qui implique des prises de sang supplémentaires pour vos patients qui, comme ils ont des chimiothérapies, une néopathie, c'est pas anodin, ils ont déjà pas mal d'examens biologiques. Donc si pour ces patients, on pourrait améliorer la qualité de vie en leur donnant une surveillance, ce serait pas mal. Vous allez avoir un topo sur les interactions médicamenteuses. Il est clair que au niveau des AOD et des interactions médicamenteuses, vous êtes assez servi. On se pose la question, donc soit ça va du côté de la diminution de l'air sous la courbe en termes de pharmacocinétique des traitements anticoagulants, et donc on a un risque de perte d'efficacité, mais on a des situations où il y a clairement une augmentation du risque de saignement, soit qui est plutôt sur des paramètres biologiques et donc on ne peut pas vraiment prédire ce qui va se passer d'un point de vue clinique, soit pour lesquels manifestement on voit typiquement les patients saigner et on sait que ce risque existe. Et je pense que le topo de tout à l'heure vous informera beaucoup, mais c'est une vraie question en termes des ITK. Et du coup, la Société internationale de thrombose et hémostase a créé un registre international pour évaluer ces saignements et voir quelle pourrait être la prise en charge ou la façon de réfléchir pour la relation ITK et AOD. Si maintenant on se place dans les situations à haut risque hémorragique, il y a quelques études qui existent et qui ont été publiées et qui permettent de rassurer un petit peu. Donc, pour les patients qui n'ont pas de cancer, actuellement,
quand un patient fait une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire et qu'on décide de le traiter au long cours, après 6 mois de dose pleine, qui est en fin de compte, ce que je dis aux patients, c'est comme si vos toilettes étaient bouchées. Les 6 premiers mois, on met du destop, on laisse poser toute la nuit, on tire la chasse d'eau, ça y est, vous êtes guéri. Mais de temps en temps, pour éviter que vous récidiviez et que vous rebouchiez vos toilettes, on vous met des petites doses. Ben, ce qui se passe, c'est qu'après 6 mois, on vous met une petite dose. Mes patients, c'est des petits papis de 80 ans qui, des fois, viennent d'un peu de la campagne, et je les aime beaucoup. Et des fois, l'image du desktop, ça marche bien. Les 6 mois d'après, il faut continuer de vous aider. Parce qu'il dit, je vais bien, docteur, je marche, j'ai plus mal. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez me donner vos comprimés. C'est le genre de monsieur qui vont jamais consulter, même en ayant la mort a peur devant eux. Et donc, globalement, pour les motiver à prendre leurs petits comprimés, je leur dis, vous prenez une plus petite dose pour éviter de thromboser, et ça marche vraiment. Et donc, en fin de compte, ça marche en plus. Après 6 mois, vous êtes protégé avec une plus petite dose et vous êtes moins à risque de saigner. Donc, c'est pas plus mal. Actuellement, dans la prise en charge de la thrombose associée au cancer, sur le même principe, parce que pour l'instant, ces patients-là, on ne diminue pas la dose. Il y a 2 essais cliniques multicentriques internationaux qui ont eu lieu. Il y a l'essai EVE, qui a été présenté l'année dernière, cette année, au mois de juillet, et qui a montré que les AOD, on peut diminuer la dose, mais cette étude a été arrêtée brutalement à cause du Covid, ils n'ont pas pu prolonger. Et l'étude APICAT, qui est organisée dont le promoteur principal, c'est le professeur Isabelle Mahé, qui a un service de médecine interne et oncologie à Louis Moury à la PHP, où les dernières inclusions, le dernier suivi a eu lieu ce mois-ci en septembre, et on attendrait les résultats en février, mais qui irait plutôt vers l'intérêt aussi de la demi-dose après 6 mois. Donc dans APICAT, on doit tourner aussi pareil à 10% de patients avec des lymphomes, quelques patients avec des myélomes, quelques patients, et ça c'est nouveau, avec des syndromes myéloprolifératifs, mais il n'y a pas de leucémie par exemple. Il n'y a personne, pour l'instant, parce que les leucémies ont vraiment cette action simultanée entre les hémorragies et les thromboses, il n'y a pas de promoteur pharmaceutiques, il n'y a pas d'industriels pharmaceutiques qui vont vraiment nous accompagner en fait sur des essais comme ça. Donc on ne peut pas avoir d'essais randomisés, mais il y a quand même des études prospectives, cliniques ou rétrospectives qui se font. Et là, par exemple, ils ont pris 51 patients où ils ont étudié la prévention des récidives, donc après 6 mois de traitement. Donc là, on est après 6 mois de traitement, ils leur ont fait des demi-doses. Et comme, en fin de compte, c'est difficile d'apparier, d'avoir énormément de prise en charge, ils ont aussi regardé ce qui s'est passé chez ces patients pour les 6 premiers mois. Ça leur permet d'être eux-mêmes leurs propres jumeaux en regardant leur taux de récidive et d'hémorragie les 6 premiers mois en pleine dose versus les 6 mois d'après en demi-dose, pour les patients qui n'ont pas thrombosé sous pleine dose, parce qu'on ne va pas leur diminuer les anticoagulants, parce que sinon, ils risquent de mourir quand même. Et les résultats sont plutôt encourageants, tant sur l'efficacité que la sécurité. Donc, ils espèrent par la suite pouvoir faire une étude avec plus de patients et vraiment proposer aux patients une demi-dose après 6 mois. Parce que si vous mettez une demi-dose, vous augmentez quand même la sécurité du patient. On sait depuis les années 2000 que, quel que soit l'anticoagulant, plus vous mettez un patient longtemps sur anticoagulant, plus avec le temps, parce que le patient vieillit et qu'il a d'autres comorbidités, il devient un risque de saigner. Donc, en fin de compte, si on peut d'office assez rapidement diminuer la dose d'anticoagulants pour les patients, ça peut être un moyen de les protéger. Et donc, du coup, c'est important d'évaluer aussi chez les patients qui ont des hémopathies si la demi-dose peut être intéressante. Encore une fois, la population est hétérogène, donc c'est difficile d'identifier un sous-groupe d'hémopathie où ça marche mieux qu'un autre. L'autre facteur de risque hémorragique, en dehors du risque intrinsèque du patient lié à ses insuffisances d'organes, ses cytopénies, il y a les cytopénies. Et une cytopénie qui fait saigner sans avoir besoin d'anticoagulants, c'est la thrombocytopénie. Et chez vous, vos patients, ils ont souvent une thrombopénie et typiquement, tous les essais thérapeutiques sous anticoagulants excluent de manière systématique les patients qui sont inférieurs à 50 000 de plaquettes et pour beaucoup, la limite, c'est même à 75 000
de plaquettes. Donc, du coup, vos patients, ils sont assez, enfin, en tout cas plus fréquemment dans ces zones-là que les miens. Et donc, du coup, il y a peu de données encore chez ces patients. La thrombopénie, en plus, peut avoir différents mécanismes. Hein. Elle peut être d'origine toxique et donc, du coup, elle peut être aussi liée à la pathologie. Et donc, c'est très difficile d'étudier quand on est, par exemple, dans des comités d'adjudication où, en fin de compte, c'est les gens qui regardent à l'aveugle les résultats, enfin, la physiopathie qui explique et étudie à l'aveugle, en fait, de toute la connaissance du dossier, la physiopathologie de l'accident hémorragique, de l'effet indésirable qui a eu lieu au cours de l'étude. Quand on a un patient avec une hémopathie, on est toujours un peu embêté à se dire est-ce que je dis que c'est son hémopathie, est-ce que je dis que c'est sa chimio, est-ce que c'est l'anticoagulant. C'est toujours compliqué, donc c'est toujours un peu difficile. Et de ce fait, il y a 2 études qui sont vraiment dédiées. Et pareil, là encore, je pense que c'est important pour vous de regarder un peu les résultats. Il y a l'étude Pénélope qui regarde les patients sous antiagrégants ou anticoagulants, que ce soit pour des artériopathies, parce que la OMI et les hémopathies, bon, on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est aussi un vrai sujet. Ou que ce soit pour la thrombose associée aux hémopathies, hein, la thrombose veineuse, ou que ce soit pour l'AVC. Donc, il y a des études qui sont en train de sortir, enfin, qui sont en train de se faire et qui recrutent. Il y a l'étude Pénélope, et puis il y a l'étude Mater qui est arrivée après. En conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est que la thrombose associée à l'hémopathie, c'est pas la même chose qu'une thrombose associée au cancer. Donc, souvent, les études de thrombose associée au cancer sont vraiment présentées en grande pompe parce que c'est un vrai problème. Mais il ne faut pas oublier que vous êtes peu représenté. Et donc, du coup, il faut vraiment que vous ayez une attention sur la littérature pour voir un peu quelles sont les avancées. Bien que les ODD ont été bien étudiés sur la thrombose associée au cancer, et c'est même de plus en plus le gold standard, hein, les dernières recommandations qui ont paru l'année dernière, par exemple, sur thrombose et cancer, mettent les AOD en première ligne devant les HVPM dans la majorité des indications. Donc, c'est vraiment un traitement qui parle et qui fait partie d'Arsenal. Mais pour vous, la prise de décision clinique est toujours rapprochée et rapportée à des analyses en sous-groupe qui ont tous les biais, hein, des analyses en sous-groupe. Hein, l'étude n'est pas faite pour ça, mais qui est quand même mieux que rien. Et donc, il y a beaucoup de données rétrospectives, peu de données prospectives, encore moins de données d'essais cliniques. Donc, c'est en train de bouger, mais pour l'instant, on n'a pas de vraie réponse. Et donc, c'est un peu à nous tous, mais surtout à vous, en tant qu'hématoclinicien, de vous investir dans cette recherche pour optimiser la prise en charge des patients souffrant d'hémopathie, vu que les autres spécialités, donc moi compris, on ne prend pas le risque de monter des essais sur vos patients. On aurait pu aborder la thrombose pédiatrique. Donc, vous savez que c'est toujours rigolo de donner des épidémiologies sur la spécialité en face des spécialistes quand on n'est pas la spécialité. Mais bon, les cancers pédiatriques, c'est des cancers hématologiques, et là-dessus, majoritairement. Et là-dessus, il y a des essais cliniques pour la peine randomisés sur les AOD. Et où la majorité des cancers sont des hémopathies, hein, et on a des résultats qui sont plutôt favorables. Et donc, il y a des hémopathies, il y a pas mal de leucémie, il y a pas mal de lymphomes, hein, donc c'est par exemple Einstein Junior, et vous avez ces patients-là. L'autre chose qu'on aurait pu aborder, c'est la thrombose sur chambre implantable et PICC-line, qui est quelque chose qui est vraiment un problème. Mais les recommandations, en général, en hémato, vous faites surtout plus des PICC-line que des chambres implantables, et vous avez le changement d'abord facile. Donc, ce n'est pas forcément une grande problématique de votre côté. Et donc, si en fin de compte, on devrait résumer en message clé ce qui est à retenir, hein, c'est que les AOD sont indiqués chez les patients atteints de lymphome et de myéloma au risque. En termes de traitement, c'est pas moins efficace, mais attention au risque hémorragique. Donc vous avez vraiment le petit côté thrombopénie qui est assez fréquemment là chez vos patients. Des thrombopénies et même thrombopathie des fois, hein, qui fait que le patient il saigne alors qu'il n'a pas de thrombopénie, et c'est vraiment ces plaquettes le problème.
Dans le terme des préventions des risques, eh ben, ça marche bien. Dans le syndrome des myélomyoprolifératifs, on a même les AOD qui semblent plus efficaces que les AVK. Et pour la prise en compte du risque hémorragique, on se pose la question de la place de la demi-dose. Mais je pense que là-dessus, enfin, j'espère, et j'ai confiance là-dessus sur mes collègues stéphanois d'hémato qui sont vraiment en train de prendre à bras-le-corps la thématique. Et donc, voilà, la CAT. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit personnage un peu foufou, mais en gros, la hâte, c'est pas la CAT. C'est vraiment une entité à part. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour votre topo très intéressant et c'est vrai que ça relève pas mal de défis l'anticoagulation chez les patients d'hématologie, surtout quand ils sont thrombopéniques comme vous le disiez, avec finalement peu de données là-dessus. J'avais une petite question concernant donc les données chez les patients avec un myélome. Oui. Concernant la thromboprophylaxie, est-ce que les données elles différencient les patients qui reçoivent du Revlimid ou non puisqu'on sait que chez ces patients, il y a juste du fait du Revlimid un risque thromboembolique qui est plus élevé. C'est surtout des patients sur Revlimid qui sont inclus. Et c'est pour ça que je dis myélome à haut risque, en fait, ils ont des critères et c'est surtout les patients sur Revlimid. Au final, en vrai, beaucoup de centres mettent directement des AGPM pour pas avoir trop de soucis quand ils peuvent, s'il n'y a pas de thrombopénie associée. Mais là encore, c'est des publications de petites séries, mais c'est quand en général ils font des études, c'est plutôt les patients qui posent problème. Enfin, on sait que de manière conceptuelle que c'est eux qui sont plutôt à risque de thrombosée, donc c'est plutôt eux qu'on a envie d'étudier en priorité. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je vois pas. Pas de main levée. Bon, alors on va passer au prochain topo. Super, merci. Merci beaucoup.